Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. L'Union européenne, vous trouvez ça compliqué ? Vous êtes au bon endroit, vous allez tout comprendre. Si vous aimez Trait d'Union, n'hésitez pas à vous abonner et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, à lui mettre 5 étoiles et un commentaire. Je voulais commencer cet épisode par une information qui fait froid dans le dos. D'après un rapport de l'ONU, l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Entre 1991 et 2021, les températures ont augmenté de 0,5 degrés tous les 10 ans. Et les effets de ce réchauffement, tous les Européens commencent à les voir. Je pense aux inondations ou aux gigafeux de cet été. Pourtant, l'Union européenne est une sacrée bonne élève en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Elle a doublé sa production d'électricité verte et entre 1990 et 2020, elle a réduit de 31% ses émissions de gaz à effet de serre. Ça va plus loin. L'UE a revu ses objectifs pour 2030. À l'origine, elle voulait arriver à 40% de réduction. Ce sera finalement 55%. En 2050, l'objectif, c'est d'être totalement neutre en carbone. Vous imaginez que pour cette COP de Sharm el-Sheikh, l'UE, représentée par la Commission et les pays membres, a plutôt les moyens d'arriver au ralenti, comme dans un film pour ados. Je vous laisse imaginer la scène. C'est elle le continent vert par rapport à la Chine et aux États-Unis. C'est elle qui peut ferrailler, être leader pour inciter les pays du monde entier à abandonner le charbon, par exemple. Oui, mais voilà, il y a une peau de banane sur le chemin. Et j'arrête ici la métaphore. C'est la guerre en Ukraine. Et ces problèmes d'approvisionnement en gaz qui font qu'à l'approche de l'hiver, certains pays de l'Union n'excluent pas de rouvrir leurs centrales à charbon. L'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, l'Italie, les Pays-Bas, pour ne citer que. Ce qui a été une annonce assez mauvaise pour un continent qui se veut un champion de la lutte contre le changement climatique. Thibaut Woita est chercheur associé à l'IFRI et spécialiste du climat et des questions d'énergie propre. Et une annonce qui a été, à mon avis, surinterprétée, probablement qu'elle a été aussi assez maladroite du côté de l'Union européenne, parce que en réalité, cette possible utilisation de ressources en charbon n'aurait qu'un impact extrêmement marginal. En fait, c'est surtout un problème de communication, puisque le retour au charbon en Europe, s'il a lieu, ne sera que temporaire. Aucun investissement n'est plus fait sur cette énergie. C'est peut-être différent pour le gaz liquide, puisqu'il va falloir construire des infrastructures pérennes pour le recevoir. Mais en tout cas, je vous le redis, on n'est pas prêt de voir un retour au charbon en Europe. Mais comment dire aux autres de l'abandonner quand on envisage d'y avoir recours en guise de bouée de sauvetage ? Compliqué. L'autre point évoqué par Thibaut Woita, c'est le fait que même si on revenait pour 2 hivers au charbon, ça n'aurait que peu d'impact sur les objectifs pour 2030 et 2050. Au contraire même, l'Union continue d'accélérer, comme je vous le disais, en fixant un objectif de 55% de réduction des émissions au lieu de 40%. Mais ce rehaussement des ambitions n'a pas pu être annoncé avant le début de la COP parce que les processus sont lents et si on est à peu près sûr qu'il va avoir lieu, il n'a pas encore été complètement avalisé par les pays. Donc on est encore en attente là-dessus. À cause de la lenteur du processus législatif, dont je vous ai souvent rabâché les oreilles dans les épisodes précédents, l'Union européenne n'a pas pu arriver avec une liste de mesures votées actée pour expliquer comment elle va accélérer. On a parlé de la fin du moteur thermique, mais il y a d'autres textes qui attendent. Ils devraient être finalisés d'ici la fin de l'année, mais bon, à quelques semaines près, ça aurait eu plus de poids pour la COP. Des erreurs de communication qui pèsent sur l'image verte de l'Union européenne. On parlait du Japon pendant très longtemps, je ne sais pas si l'expression est encore valable, mais on parlait de géant économique et nain politique. J'ai envie de dire que l'Union européenne, c'est presque un géant climatique et un nain politique international. Enfin, je trouve que
Trop souvent, l'attention, elle est portée sur les États-Unis, sur la Chine, et on oublie vraiment l'importance de toutes les actions de l'Union européenne avec ses plans en matière d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, son marché carbone. Même si tout ne marche pas, enfin, il y a des problèmes, le système se grippe de temps en temps, mais il y a quand même des ambitions et des outils pour accélérer la transition, la décarbonation. Et pour ne rien arranger, l'Union européenne arrive divisée pour cette COP. Et en même temps, est-ce qu'il y a un épisode dans lequel je ne vous ai pas dit ça ? Elle est divisée sur la réponse à apporter aux pays du Sud. Il y a toute cette question sur laquelle on attend énormément les pays riches, qui est celle des loss and damages, donc les pertes et préjudices liés au changement climatique. Les pays en développement en sont parmi les principales victimes, et il y a quelque chose de très, très injuste, puisque ce sont d'un côté les principales victimes, et de l'autre côté, ce sont de très, très faibles contributeurs au changement climatique. Donc on se dit que c'est pas juste de leur côté qu'ils en souffrent. Et ces pays demandent la création d'un fonds pour réparer ces préjudices en question. L'Union européenne, en tant que bloc, y est opposée. Alors, j'imagine que ce serait possiblement ouvrir la boîte de Pandore avec des demandes de contributions sans arrêt croissantes de la part des pays qui sont victimes du changement climatique. Mais, attention, voici les divisions. Certains États n'en ont pas moins annoncé des contributions. Alors la France n'en fait pas partie, mais on avait d'abord l'Écosse et la Wallonie, donc deux régions qui ont annoncé une contribution. L'Écosse, naturellement, c'est pas l'Union européenne, mais enfin c'est la région en tous les cas. Et ils ont été suivis plus récemment avec le Danemark, la Belgique, l'Allemagne et quelques autres aussi. On a donc un bloc qui dit noir et des États qui disent blanc. On a connu mieux. On pourrait même se demander si dans ce contexte, l'Union européenne a encore l'influence qu'elle avait avant. L'Union européenne, ou plus exactement les pays de l'Union européenne, ont joué un rôle absolument central lors des précédentes COP. Les récentes COP se sont toutes tenues en Europe depuis la COP de Paris, sauf celle de Marrakech, à cause du Covid, à cause de la crise au Chili, la crise sociale au Chili, qui était censée héberger la COP de 2019. Et donc là, il y a clairement un basculement vers une autre région, vers d'autres pays. La région Afrique et les Émirats arabes unis seront l'hôte de la COP l'année prochaine. Donc il y a vraiment un passage de flambeau, si je puis dire, à ce niveau-là. J'ai l'impression que les annonces viennent principalement de la part des pays du Sud, même si, enfin, des annonces de coalition de nouvelles activités, même si on assiste quand même à des initiatives, à des lancements de programmes assez importants. Je pense notamment au Just Transition Energy Partnership, donc le partenariat des transitions énergétiques justes, qui est fait en collaboration avec les États-Unis, donc l'Union européenne et États-Unis, et qui consiste en des investissements assez massifs pour permettre, donc un investissement avec de l'argent qui vient de ces pays du Nord, pour permettre à un pays de faire sa transition énergétique. Le premier pays qui a bénéficié de ce programme, c'est l'Afrique du Sud. Tout ça, ça a été annoncé il y a 1 an. Et là, on s'attend à avoir de nouveaux programmes, au Sénégal et au Vietnam. Et il y en a un en Inde aussi qui est en discussion. Mais tout ça, encore une fois, ça se fait en partenariat avec les États-Unis. Comme je vous l'explique depuis le début de l'épisode, il est beaucoup question de communication lors de cette COP. Quand il s'agit de ferrailler avec nos adversaires, je pense à la Chine et aux États-Unis, eux pointent du doigt le problème du retour au charbon en Europe. Ok, Charles Michel, le président du Conseil européen, et Emmanuel Macron grimpent à la tribune et rassurent, la guerre ne fait pas perdre de vue les objectifs primordiaux. Mesdames et messieurs, il n'y a pas l'ombre d'un doute, cette crise renforce davantage encore la détermination de l'Union européenne. Nous sommes et resterons champions de l'action climatique. Nous sommes déterminés à accélérer. Même si notre monde n'est plus le même, le climat ne saurait être la variable d'ajustement de la guerre lancée par la Russie sur le sol ukrainien. Donc nous n'avons au fond qu'une obligation,
celle de continuer d'agir sur l'atténuation, sur l'adaptation, sur la préparation aux crises et la réparation face aux crises et aux dérèglements, tout en vivant cette période de choc, de retour de la guerre et de ses conséquences sur notre sol. Emmanuel Macron, qui en a profité pour faire une série d'annonces, notamment le soutien de la France à l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. Une annonce saluée par les écologistes, et si elle intervient lors de cette COP, ce n'est peut-être pas tout à fait dû au hasard. Le changement climatique est vraiment devenu un sujet critique de politique internationale. Donc il s'agit vraiment de fédérer des alliances, de s'assurer que les pays vont vers l'Union européenne plutôt que vers la Chine ou vers d'autres pays avec lesquels on a une compétition, j'ai envie de dire, en matière d'aide internationale, et que la présence, la contribution de l'Union européenne est reconnue à cet égard. Donc on a vu le président Macron aussi qui a fait beaucoup d'annonces, qui a publié un papier dans The Guardian avec Mark Rutte et Macky Sall, sauf erreur de ma part, donc les responsables de gouvernement des Pays-Bas et du Sénégal. On a aussi vu des publications de différentes tribunes dans lesquelles on voit que les gouvernements européens, alors séparés, pas en tant que, c'est pas l'Union européenne en tant que telle, mais les gouvernements essaient quand même d'afficher leur coopération avec d'autres pays. Et je pense que tout ça doit vraiment être, enfin, ces discours d'ouverture doivent vraiment être mis dans ce contexte, c'est-à-dire qu'on est au-delà simplement de la recherche de la lutte contre le changement climatique. Il y a aussi une recherche de renforcement de partenariats, de création d'alliances qui vont au-delà du changement climatique. Et c'est bien le problème, car on assiste à une bataille d'influence au moment où il faudrait en faire plus pour le climat. Je pense qu'il ne faut pas non plus attendre énormément de ces COP en général. Il y a des enjeux de politique internationale lors de ces réunions. Et effectivement, de temps en temps, on s'éloigne un peu de ces problématiques climat. L'impact des COP, finalement, il n'y a pas d'impact mesurable sur les trajectoires de gaz à effet de serre. Donc, on est vraiment sur des questions d'annonce, sur des questions de recherche de financement, et le reste se passe après dans les pays, dans l'implémentation des politiques où on est vraiment à la traîne. Et tout cela est, je ne vous l'apprendrai pas, tout ça est particulièrement inquiétant puisqu'on est sur des trajectoires catastrophiques en matière de changement climatique. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vais laisser à Thibaut Woita le soin de conclure et je vous mettrai le lien vers ses travaux dans la description de l'épisode. L'Union européenne reste quand même un acteur majeur, voire l'acteur majeur du changement climatique. Ce qui est pas au top, en revanche, c'est qu'elle est pas reconnue en tant que telle. Elle se fait toujours voler la vedette par la Chine et les États-Unis, mais il faut pas oublier que c'est le continent qui a les plans climatiques les plus ambitieux parmi les pays riches, et que c'est aussi le principal fournisseur d'aide internationale à la lutte contre le changement climatique. Il faut vraiment le rappeler, parce que c'est une position importante de l'Union européenne qui est pas assez mise en avant, à mon avis. Merci à Thibaut Woita pour sa participation. Si vous aimez le podcast, mettez-lui des étoiles sur Apple ou sur Spotify. Trait d'Union, c'est un épisode par semaine et vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite!